Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Il est 8h, nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Mina Abed nous rejoint. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Qu'en est-il de l'état du BMS d'hier? Toujours en cours. Toujours en cours. Toujours en cours, jusqu'à au moins 15 heures. On a été bien gâtés. Hein, hier. Beaucoup de pluie, c'est vrai. Beaucoup de pluie, beaucoup d'inspiration qui va avec. Hein. Je parle pour moi. Ah, oui, beaucoup. Pour moi. Je cherchais l'inspiration, je ne l'ai pas trouvée. Je parle pour moi. D'accord. Il y a eu beaucoup d'inspiration qui a suivi. Ah oui. Ah oui. في حكاية هذه. قاعدة. Café. Oui. Surtout, autour d'un bon café. Alors aujourd'hui, Mina, en compagnie du docteur Fethi Benachnou qui vient nous rejoindre. Donc chaque vendredi, nous parlerons de l'importance de la prévention. Donc on en parle chaque vendredi en sa compagnie. Mais finalement, la médecine préventive, la prévention d'une manière générale dans le domaine de la médecine. Pourquoi il est urgent, pourquoi on doit s'intéresser, pourquoi on doit prendre en considération donc le volet prévention. Nous en parlons avec un peu plus de détails en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre sport de combat. Ça te dit? Ouais. Oui. Ouais. Non, j'aime bien, mais c'est quoi le... Alors. Hein? C'est le moment que j'attends en fait. Je sais. Je sais que tu m'attends au tournant. Vas-y. Si. Avec ton regard, je sais que tu veux pas toi essayer? Non. Alors, Kushukai. Ah bah ça va. Je pense que c'est une bonne prononciation. Hein. Je sais pas, mais plutôt bien. Je pense que donc oui. Là, on va parler du championnat du monde Kushukai qui s'est déroulé en Russie et les champions donc de l'Algérie. Je connais pas. Je connais pas non plus. C'est encore une fois un sport de combat. Qui a l'air d'être aussi intéressant que les autres sports de combat, hein, j'imagine. Et justement, nous allons en parler en compagnie des vice-champions du monde qui seront parmi nous. Ce matin, nous parlerons également ce matin de la prise en charge d'une catégorie importante de la société, des enfants de la société qui ont, qui présentent une IMC, donc une infirmité motrice cérébrale. Alors, qu'en est-il de la prise en charge de ces enfants, particulièrement par rapport à leur rééducation et donc par rapport à leur insertion sociale? Nous en parlons ce matin aussi. Ce matin, nous parlerons de théâtre. Toi qui adores le théâtre, toi qui aimes le théâtre. Beaucoup. N'est-ce pas? Bien sûr. Beaucoup. Et bien cette fois-ci, je pense que tu vas doublement aimer parce que d'après mes recherches, c'est pas vraiment cela, mais ça s'apparente un petit peu à la comédie musicale. D'accord. Ça s'apparente un petit peu à la comédie musicale et ça s'appelle Nostalgia. Alors c'est une très 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 belle histoire et c'est au fait toute la symbolique qui tourne autour de cette histoire. C'est un petit peu une histoire qui met en relief, si tu veux, la recherche de soi, la recherche des sens, des choses, des actions. T'es bien inspirée. De la vie, d'une manière générale. Je confirme, t'es bien inspirée. Ouais, je t'avais dit. Je t'avais dit que j'étais bien inspirée. Et nous terminerons avec une très très belle exposition qui se tient en ce moment. C'est une exposition collective qui se tient en ce moment. Voilà, normalement. Voilà, pour le menu de ce matin. Parfait. Mon programme. C'est à l'inspiration. À l'inspiration. Je suis en train de penser à l'inspiration. Donc oui, c'est une exposition donc de plusieurs artistes peintres qui se sont réunis pour nous montrer leurs belles œuvres. Voilà, donc pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui nous l'a proposé et préparé. Mais sinon, le BMS c'est jusqu'à 15h aujourd'hui? Au moins jusqu'à 15h, oui. On en parle avec un peu plus de détails? Oui. Allez, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, de retour. Donc, BMS continue pour aujourd'hui? BMS, oui. Deux BMS. Deux BMS continue donc aujourd'hui jusqu'à 15h. Au moins jusqu'à 15h. Au moins jusqu'à 15h. Donc encore une fois, vigilance, d'autant plus que c'est le week-end. Donc on aime bien sortir, on aime bien Qui dit week-end dit sortie, donc encore plus de prudence, plus de vigilance. Voilà. Et sinon, pour les nouvelles d'aujourd'hui? Oui. Tu veux bien? Il fait quelle température surtout? J'attends avec impatience quelle température il fait aujourd'hui parce qu'hier il a vraiment fait froid. Il a fait très très froid hier. Il a vraiment fait froid. C'est vrai. Alors c'était ni le chauffage de la voiture, même si je mets pas le chauffage de la voiture, ni le chauffage de la voiture, ni celui de la maison, ni la couette, ni toutes les couches de vêtements que j'ai mises n'ont fait effet. Là par contre, c'est pas trop. L'aspiration?
Ouais, c'est peut-être l'inspiration qui a pris tout l'énergie, je sais pas, peut-être. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Ouais. Pardon, mais c'est pas normal. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Voir avec le docteur. Ouais, on verra avec le docteur tout à l'heure. Mais sinon, il fait quelle température aujourd'hui? On va le découvrir. Allez, on va le découvrir ensemble. Merci, rebonjour à tous, excellent réveil. Eh bien, Météo Algérie maintient les deux BMS. Pluies qui concernent les régions du centre et de l'est du pays, des pluies qui risquent d'atteindre même, des pluies qui risquent de continuer, moins jusqu'à 15 heures, des averses, de la grêle, également avec un cumul de 50 mm de la neige sur les hauteurs jusqu'à 800-900 mètres d'altitude et ça risque même d'atteindre des altitudes beaucoup plus basses, jusqu'à 700 mètres d'altitude et ce 2 PMS prendront fin à partir de 15 heures. Donc on notera une nette amélioration à l'ouest du pays avec de la brume en début de matinée, un ciel dégagé un peu nuageux. En journée, des passages nuageux avec quelques pluies sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, et puis un ciel dégagé partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur la Saoura, le Sahara central, le Nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 15 degrés, 15 degrés à Alger Nord. C'est bon? Ça va? On verra. On verra. On verra. Il faut remettre le chauffage. Hier, nous étions à 13 degrés. On était à 13 degrés, aujourd'hui à 15. Mais il a quand même fait très froid. Même avec 13 degrés, il faisait très très froid. Donc le 15 degrés aujourd'hui, on n'est pas aussi loin du 13. On n'est pas loin du 13. Donc je pense qu'il fera froid. Oui. Donc autant se couvrir et puis faire attention aux pluies. Voilà. Donc, il fait un petit peu meilleur ailleurs, mais bon. Au sud, oui. Au sud, oui, il fait un... Mais bon, mais le froid me va très très bien cette saison, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Voilà, cette saison, les pluies, la neige, mieux vaut avoir froid là maintenant que les 40 degrés de l'été avec beaucoup d'humidité. Exactement, même si je suis très frileuse, mais c'est pas grave. Profite du froid. Ben, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire. Profitons du froid. Avec une bonne tisane qui va avec. Avec une bonne tisane et un bon café, surtout. Donc, comme je le disais, 15 degrés à Alger, 14 du côté de Annaba, on entre à 18 à Oran, minimum de 8 degrés. Seulement à El Biyad et Nama, 17 à Hardaya, 14 degrés à Bachar, 28 Tindouf et Insalah, 25 degrés à Adrar et enfin 34 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On aura une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h, vers les côtes ouest entre 20 et 50 km/h sur le centre et enfin entre 40 jusqu'à 50 km/h vers les côtes est. On passe à l'Europe pour cette journée. On notera de la neige à Moscou, des pluies à Istanbul, Rome, des passages nuageux assez denses du côté de Londres. Et puis côté température, on notera 16 degrés à Lisbonne, 13 à Madrid, 15 à Rome, 10 degrés à Paris, 10 également à Vienne et enfin 11 degrés à Istanbul. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, donc déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la pluie un peu partout dans le monde. De la pluie un peu à un moment donné, on avait vraiment la boule au ventre par rapport à la situation mondiale. Exactement. La sécheresse. Liée à la sécheresse, au réchauffement climatique, mais là, la météo, donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Déjà pour la Terre d'une manière générale, exactement. L'Algérie en particulier. Tout à fait. Voilà. Donc le BMS prendra fin ce soir, cet après-midi ce soir, à partir de 15h. Mais sinon, les pluies vont continuer ou on aura plus de détails après? Plus de détails après, mais un petit peu moins qu'hier. Un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Voilà. Oui, il y aura pas, on ne sera pas en zone orange, c'est ça? On l'est maintenant. Voilà, nous sommes en zone orange maintenant. Exactement. On ne sera plus après 15h. On verra. Pour le moment, oui. Mais avec les changements, tout est possible. Donc, tout est possible. Nous continuons à être vigilants, surtout. Il faut toujours être vigilant. Toujours. Même s'il n'y a pas de pluie, on le reste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci. Mina, pour les nouvelles. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, les bonnes nouvelles. Pourvu que ça dure, les bonnes nouvelles, la pluie. Pourvu que ça dure. Pluie, neige, oui, pour le week-end. Les 20 cm de neige, hier et aujourd'hui. 20 cm de neige, oui. Entre 10 et 20 cm de neige, entre hier et aujourd'hui. Oui. Au bonheur des enfants et des adultes. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait, complètement d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi pour un peu plus de détails. Nous en avons besoin, particulièrement par rapport au BMS. Après le journal télévisé du 19h. De 19h, voilà. midi, 19h.
Hier, on ne s'est pas rencontrés pour t'inviter, pour t'offrir le café, alors je le ferai tout à l'heure à 9h30. Donc ce sera 2 cafés. Ce sera 2 cafés, ce sera avec plaisir. Le café d'hier et le café beaucoup. d'aujourd'hui, ça fera 2. Avec plaisir. Sinon je fais un cumul pour demain. T'inquiète, 3. Alors un 3e pour Louisa. Oh Louisa. Un 3e pour Louisa, voilà. Merci beaucoup Mina. Merci. Allez, on se voit tout à l'heure et pause musicale cette fois-ci et ce sera Madi Hadini autour de Madh Rasoul alayhi salatu wassalam et on se retrouve juste après. Et voilà, docteur Fethi Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Nour, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, je suis très content. On est très content, oui. Avec, par rapport au thème d'aujourd'hui. Ah, moi je pensais par rapport au temps déjà qu'il fait. Non, c'est un peu. Déjà. Tout s'arrange. On appelle ça oui. un alignement des étoiles. Voilà. Alhamdoulilah. Allah yab'ad al-ayn alina. Exactement. Et effectivement, nous sommes tous contents pour le thème d'aujourd'hui parce que c'est un petit peu votre mission chaque vendredi en notre compagnie et puis tout ce que vous faites. Hein. Oui. En dehors de Canal Algérie, c'est un petit peu la mission que vous vous êtes donnée. C'est vraiment sensibiliser, informer, prévenir. Et il semblerait que ça porte des fruits. Le ministère de la Santé, surtout le ministre lui-même, que j'ose saluer,
justement a institué une semaine de prévention. Maintenant, et ça va se passer dans les hôpitaux, dans les... moi, on m'a invité, j'ai eu l'honneur d'être invité par l'hôpital Zmeli, qui est un grand hôpital, et justement, ils vont organiser à l'intérieur de l'hôpital ces journées de prévention. Et moi, je trouve que la symbolique est parfaite. Vous savez que l'hôpital Zmeli, comme tous les hôpitaux, et surtout Zmeli, il est assailli chaque soir, les urgences, la maladie. Et dans cet hôpital, on va parler de prévention. C'est-à-dire qu'on va venir à l'hôpital à l'aise. Quand on va dans une danse, on prend sa maman ou sa femme ou son père ou son grand-père, on est angoissé, mais là, pour une fois, on invite les gens à venir à l'hôpital pour justement éviter la maladie à travers la prévention. Et je crois que c'est un pas excellent que fait le ministère de la Santé vis-à-vis des citoyens, dans le sens où on introduit et on casse un peu cette image de l'hôpital, de l'hospitalocentrisme, où on va pour la maladie. Là, on va aller à l'hôpital parce qu'on va recueillir comment se prémunir des maladies. C'est là où la symbolique, et moi je suis très content, on y arrive, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Alors, vous la voyez comment, finalement, cette semaine de prévention au niveau des hôpitaux? Comment on va s'y prendre avec les malades? Surtout que vous avez dit quelque chose de très important, lorsqu'on vient à l'hôpital, on est très stressé. On est pressé, on est angoissé parce qu'il y a la maladie. Alors là, comment justement les médecins comptent s'y prendre, se prendre plutôt avec les patients pour pouvoir les sensibiliser par rapport à cette question? Pas les patients, les citoyens. Les citoyennes. Justement, parler aux citoyens, les informer pour leur éviter d'être des patients, d'être des malades. On peut maintenant, grâce à la science, on peut prévenir, c'est-à-dire éviter ou retarder l'apparition d'une maladie. On prend l'exemple le plus frappant, le diabète. On va expliquer ce que c'est que le diabète, et d'autant plus que ça tombe avec Ramadan. Tous mes respects pour Ramadan, ce n'est pas lui la cause, mais pour moi, Ramadan, c'est une halte sur 11 mois d'anarchie alimentaire. C'est le fawda, j'aime mieux le mot en arabe, le fawda alimentaire. Très expressif comme terminologie. Voilà, comme terminologie. Et Ramadan, c'est une halte. Se poser, dire que 11 mois, c'était le fawda. Ramadan, je vais apprendre à surmonter mes envies. Shahawat, mes envies dans tous les domaines, c'est-à-dire que je vais reprendre en main ma personnalité et c'est moi qui vais diriger. Là, vous dites quelque chose de très important, docteur, par rapport à Ramadan, c'est vraiment prendre en charge sa personnalité, parce que tout est question de ça, finalement, parce que on a tendance à manger, comme on dit, de ses instincts. Comme on a l'habitude de le dire dans notre quotidien, on mange avec les yeux, donc on y va dans une boulangerie avec toute la panoplie de pain, de variétés que nous avons, on va prendre de tout, mais finalement, une fois le jeûne est rompu, on ne va pas tout manger. Vous avez été au cœur du problème. Vous avez pris un exemple, les boulangeries. Vous savez que les maladies sont maintenant, c'est l'environnement qui impacte le sujet. Quand une boulangerie, c'est mon environnement, les boulangeries sont normales. Ça fonctionne en Algérie. Mais Ramadan, on devient fou. Vous avez des dizaines de pains, de sortes de pains de variétés de pains. Et je ne comprends pas pourquoi c'est le même boulanger, le même qui est derrière le comptoir, la même population. Mais brutalement, je ne comprends pas pourquoi on a pris cette option de présenter je ne sais pas trop quoi, des torsades, je comprends. Et là, il faudra expliquer, vous me demandiez comment, il faudra expliquer aux citoyens qui vont venir dans le cadre de cette semaine de prévention, leur expliquer qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Surtout le piège il ne faut pas manger avec les yeux. Et en plein mois de Ramadan, il faut
fructifier ce qu'a apporté le mois de carême, qui est essentiel. J'aime pas le carême, le mois de jeûne. Le mois de jeûne. Et il faut fructifier ça et apprendre que le mois de jeûne, c'est surtout de réfréner ses instincts dans tous les domaines. C'est prendre en main sa personnalité et dans tous les domaines. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est en faveur de votre santé, c'est en faveur. Et expliquer aussi que Ramadan, c'est ce qu'on appelle Sahara, qui est tout ça. Ensuite, la plus grosse catastrophe, justement, c'est au niveau de Sahara, docteur. Ce qu'on appelle Sahara, parce que ce n'est pas une Sahara. Oui. Une Sahara dans les cafés. Alors surtout, il y a une chose moi, qui m'horripile, qui est une catastrophe au point de vue santé, ce qu'on appelle des tartes. Les tartes. Alors, c'est un truc atroce, la composition. Il va falloir expliquer aux gens, la tarte, où on met beaucoup de couleurs, fraise, on dit fraise, et ça n'a rien à voir avec la fraise, c'est un liquide chimique qui est rouge. Aromatisé. Alors ensuite, on dit le kiwi, on dit, alors que ça n'a absolument, allez acheter un kiwi et mangez-le que de manger, c'est une tarte au kiwi, hein, alors que c'est rien, c'est de la couleur verte, ou là, le pistache. Alors là, c'est formidable, et on va prévoir un petit peu pour l'été, glace à la pistache, ce n'est pas de glace à la couleur chimique pistache. D'ailleurs, il y a un code. D'accord. Je vais me renseigner et donner le code de ce qu'ils utilisent. Donc, cette prévention, c'est surtout les maladies et on va mettre le paquet. Personnellement, c'est une catastrophe qu'on va arriver. Le diabète. Le diabète est catastrophique, surtout chez les jeunes. Et expliquer aux jeunes que, et j'espère qu'il va y avoir un déclic, on va à l'hôpital pour avoir des médicaments. Il va falloir expliquer aux gens, on peut aller à l'hôpital pour ne pas avoir des médicaments, parce qu'on vient s'informer, on vient se renseigner. Et c'est une grande révolution. Sincèrement, je ne suis pas très proche de ces protocoles, mais le ministre a eu une excellente idée, et il n'est pas idée uniquement, c'est que là, il a compris, il a mis le pied dans le plat, que l'hôpital, ce n'est pas uniquement. Il doit jouer son rôle de près, et les médecins et les infirmiers. C'est ça qui est important. Alors justement, docteur, quand on parle de prévention, c'est très général. C'est très général, c'est très vaste. Alors, est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des pathologies particulières sur lesquelles on va plus travailler? Comment ça va se passer? Je vous remercie de poser cette question parce que ça m'a rappelé. Parler de prévention, c'est vrai que c'est général. Or, non, la prévention est codifiée, c'est une science. Vous avez la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Chaque étape correspond à une technologie, une technique, je dirais même technologie, on peut projeter, on peut... La prévention primaire, c'est ce qu'on appelle l'éducation sanitaire, c'est comment éviter les maladies. Et là, par exemple, je passe directement à la prévention tertiaire, c'est même quand on est malade, quand on a une pathologie, on doit avoir ce qu'on appelle une éducation thérapeutique pour éviter, malgré la maladie, pour éviter les complications de la maladie. Par exemple... Ou apparition d'autres maladies. Ou apparition. Par exemple, si votre maladie exige... Si votre maladie avec vous, Inch'Allah, et ceux qui nous regardent. La formule magique. Magique, oui, la formule magique, effectivement. Par exemple, si votre maladie est une maladie auto-immune, si vous êtes on vous prescrit des corticoïdes, c'est le seul traitement. Il faut prendre en charge cette maladie réelle, auto-immune, dont on ne connaît pas les causes, l'étiologie. Pourquoi notre système immunitaire se retourne contre nous et parfois la polyarthrite rhumatoïde commence à bouffer nos articulations. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer à la population. La polyarthrite rhumatoïde, il ne faut pas aller s'amuser avec les trucs qui apaisent la douleur et toutes ces choses-là. On les met sous corticoïdes. Mais il faut prévenir les gens
que les corticoïdes, ça, parce qu'ils vont être pris d'une façon continue, ça donne du diabète, ça donne de l'hypertension artérielle. Donc il faut prévenir, c'est établir, en expliquant la prévention, c'est établir un dialogue et éveiller la population, les patients, au fait qu'ils doivent participer à leur prise en charge pour éviter, ou bien quand on a une maladie qui nécessite éviter l'apparition de complications. Chez le diabète, il faut les prévenir que le diabète, à la limite, entre guillemets, c'est rien du tout. Mais le sucre en plus dans le sang, ça entraîne une destruction des reins, ça entraîne une destruction. Maintenant, par exemple, dire aux gens que le diabète, c'est une maladie vasculaire. Elle touche le système vasculaire et comment il faut faire, ce qu'il faut manger. Et le plus important dans la vie, et j'ai remarqué que c'est de prendre conscience. Je connais, je prends conscience de ma maladie. Mais en avant, je prends mes médicaments et puis c'est tout. Mais moi, j'insiste, il faut qu'on arrive à ce stade-là, au niveau de la prévention primaire. Comment ne pas tomber malade? C'est possible maintenant par mon comportement et surtout aussi, ça c'est extrêmement important, l'environnement. L'environnement. Oui, justement, parce que l'environnement, il y a tellement de choix. De sollicitations. Il y a tellement de sollicitations, effectivement, que là, c'est vrai que ça ne rend pas service. Ça rend malade. Et c'est là où, si on fait un programme national de santé, il ne faut pas parler de l'industrie alimentaire. L'industrie alimentaire a un grand rôle. Dans notre pays, on a une population saine, on a des situations. Et l'industrie alimentaire, il ne faut pas penser juste à produire. On a produit tant d'hectolitres, tant de tonnes, tant de quintaux. Mais là, par exemple, si on ne sait pas utiliser les pesticides, il faut les utiliser. Ils sont importants, ils doivent entrer. Mais ceux qui utilisent les pesticides ou bien les engrais doivent connaître que c'est une matière chimique qu'il faut connaître pour doser en fonction de la superficie, en fonction de ma production. C'est pas comme maintenant verser dans un bidon un produit hautement. Et même celui qui utilise ces produits chimiques est en danger. Et il faut apprendre à mettre des gants, à mettre une combinaison, ne pas respirer. Ça serait une chose. Vous savez que le cancer, parfois, on prépare le traitement. On mélange des produits anticancéreux. Vous savez qu'il y en a certains qui préparent ça comme s'ils préparaient un thé, alors que ça doit être dans des conditions parfaites, et parce que ceux qui... Même le thé, docteur, il a toutes ses exigences, hein, même finalement. Le thé, ça a tout. Donc, vous voyez qu'il y a des normes, ce qu'on doit appliquer dans notre pays, et c'est là la prévention, il y a des normes. Toute la vie, c'est des normes. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit وَخَلَقْتَ الْقَمَرَ وَالشَّمْسَ بِحُسْبَانٍ. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai calculé. Le husban, c'est pas en avant. Alors comment nous, faibles mortels, on ne prend pas... En considération, mais notre rôle, et je remercierai jamais assez Canal Algérie, et surtout bonjour. À travers vous, hein, surtout. Oui, mais sincèrement, je ne parle pas au point de vue protocolaire. J'ai l'honneur de participer à ces informations en direction en tout cas, tout l'honneur est pour nous, docteur. Mais sinon, les prochaines rubriques, probablement, on va revenir sur le bilan de cette semaine de prévention pour voir un peu comment ça s'est passé. Là, moi, je pourrais vous parler de l'hôpital Zmeli. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, encore une fois, d'être revenu sur cette question. C'est un plaisir. Urgente, encore une fois. Merci beaucoup, docteur. On se voit vendredi prochain. La semaine, elle commencera quand? La semaine. La semaine de prévention. Oui, le 6. Lundi. 6, 7, 8, 9, je crois, c'est pendant 4 jours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. De rien. Docteur, on vous retrouve très très bientôt, Inch'Allah. On continue, cette fois-ci, nous allons aller du côté de Médéa, là où il y a eu lieu pour la première fois l'escalade en bloc. Vous allez voir de quoi il s'agit particulièrement. C'est Samia Bouharour qui s'y était intéressée à travers ce reportage. On se retrouve juste après.
Ils sont tous passionnés d'escalade. Aujourd'hui, ils se sont réunis ici à Médéa pour montrer leur évolution dans l'escalade à bloc sous l'œil bienveillant de Kerim Oukara, l'un des meilleurs alpinistes en Algérie, avec un parcours exceptionnel. Il est là pour transmettre toute son expérience et son savoir-faire. Le but de cette rencontre, c'est surtout que les jeunes puissent se rassembler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près, je ne sais pas, je vais dire peut-être pas le chiffre exact, mais entre 25 et 30 associations d'escalade en Algérie. Elles sont toutes éparpillées à travers le territoire et chaque entité travaille seule. Voilà. Et le but est qu'on puisse développer cette activité un peu plus et que ça avance, parce que c'est très très lent. Et le fait de faire des rassemblements comme ça, d'ailleurs j'encourage toutes les associations à organiser des rassemblements, okay, ça n'a pas d'intérêt à ce que ce soit, on va dire, grandiose, peu importe, d'accord ? Mais surtout, le plus important, c'est qu'on puisse faire ces rassemblements, que toutes les entités se rassemblent, tous les grimpeurs se rassemblent, échangent des idées, travaillent ensemble et puissent partir dans des projets ensemble aussi. Place au tirage au sort. La compétition commence entre 26 candidats venus d'Oran, Alger, Médéa, Betna et Blida et même de Tunisie. Le cas de Hala, l'un des winners. Ça me fait beaucoup plaisir. Déjà, on a fait à peu près 1000 km pour arriver ici. On est bon, on est cool, on va essayer de faire mieux. En venant faire cette expérience en Algérie, c'est le même esprit, tu vois. Donc, il y a des gens super sympas. Il y a 3 sortes de grimpes. Il y a la montagne, le rocher à l'extérieur, il y a le mur artificiel et après il y a le bloc. Le bloc, ça demande trop de force et une bonne lecture du mur. Voilà. Lilia est l'une des plus jeunes passionnées de l'escalade et après plusieurs tentatives, elle atteint enfin le top. J'étais très déconcentrée, vraiment mal concentrée. Ma concentrée, tu me dis qui m'a lazem. La concentration, c'est le premier point fort. D'une petite déception dans l'esprit fair play à la joie extrême. Le plus important est d'avoir essayé. jamais déçu بالعكس هذا يموتيفي اكثر خاطر تفهم النيفو بلوز او موان تحضر روحك حتى فيسيكمون التوا جايين ان شاء الله جي با فاليدي لا بروميير مي ان شاء الله جايين نبدا حاضر اكثر حتى مونتالمون خاطر توقعتهاش تكون صعيبه هكا الحق. Oui, merci beaucoup Yatek Sarah. Là, je suis trop contente aussi. J'ai réussi du premier coup. Ça fait plaisir. Champion d'Algérie 4 fois. زوج ثلاثة شامبيون واحدة فيس شامبيون. Ces passionnés d'escalade et d'alpinisme se sont réunis ici à Médéa dans une ambiance conviviale. Ils vont se quitter, mais pas pour longtemps, en attendant d'autres compétitions et d'autres aventures. Et voilà, de retour, c'était donc l'escalade en bloc. Nous étions du côté de Médéa et c'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce sport ou à cette discipline, une autre discipline, cette fois-ci d'autres champions avec nous, d'autres vice-champions avec nous dans cette discipline. Encore une fois, on l'a dit, en sport de combat. Parmi nous ce matin, Mohamed Lebdaoui, Sabah al-Khair, bonjour. Marhaba bik. Mbarouk alik. Alors, on l'a réussi. C'est ça, ça s'est passé en Russie. Deuxième place pour la Russie. Voilà, deuxième vice-champion et parmi nous ce matin, c'est Ahmed Bouabid.
بوعبيد. Bonjour, صباح الخير عليكم, صباح الخير المشاهدين. Allah يسلمك et encore une fois félicitations. Merci beaucoup. Voilà, vous revenez avec vos médailles. Merci. Voilà. Alors, la discipline, c'est Koshoki. Koshiki. Voilà. Ah, je l'ai prononcé vraiment au travers ce matin, hein, vraiment. Prononciation à côté. Alors, tout d'abord, la discipline, c'est quoi exactement? On sait que c'est un sport de combat, mais oui, c'est un sport de combat. C'est du karaté. C'est karaté contact sécuritaire. D'accord. On utilise les frappes de bras et les frappes de jambes, comme le karaté à peu près, mais plus de contact au niveau visage et au niveau du ventre. On porte des protections, parce qu'avec le contact, c'est pas évident. On porte des protections, ce qu'on appelle le casque, et le blastron, c'est le protège-ventre, pour amortir les coups, voilà. Le choc. C'est vraiment un choc. Voilà. Hein. Ah oui. J'imagine déjà que le karaté lui-même, c'est vrai que les coups sont quand même assez durs. Et là, c'est encore plus dur, c'est ça? C'est plus dur. Même l'arbitre, s'il n'entend pas la frappe, il ne compte pas les points. Oui, à ce point. Oui. Ah bon, ouais, d'accord. Bon, moi, je suis en sécurité en tout cas. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, c'est le plus important. Alors, je reviens à vous, Mohamed. Alors, plusieurs fois champion, Mohamed? Oui. على المستوى الوطني عندي 3 fois champion d'Algérie. الله يبارك. والله يبارك فيك. وعندي في الكأس الممتازة خطرة ميداي برونزية. وعندي 3e بلاس شامبيون d'Algérie 3 fois. ونائب بطل العالم لسنة 2022. هذه تاع روسيا؟ تاع روسيا هذه. داكور. الله يبارك. بديت à quel âge؟ 17. 17. Oui. Voilà. Et vous? J'ai commencé en 1995 à la salle avec maître Mourad Louali, le fondateur, celui qui a ramené le koshiki en Algérie. D'accord, vous avez quel âge? Et ensuite avec maître Ayad Dekar, qui est aussi plusieurs fois champion du monde, et c'est le plus titré en Algérie et en Afrique. Et d'ailleurs, il a eu le meilleur coach au monde dans ce dernier événement en Russie. Lui, c'est le DTN, et l'entraîneur. DTN, c'est quoi? Le directeur technique national. Ah, d'accord. Et aussi l'entraîneur national, Wahab Hamza, aussi il a eu la médaille d'or, le meilleur coach au monde. Et même Drizi Faten, l'entraîneur de catégorie féminine, elle a eu la médaille d'or aussi. C'est quand même un peu, j'ai envie de dire, spectaculaire, hein, parce que ça reste un sport qui nous vient d'ailleurs, n'est-ce pas? Et voilà que les Algériens arrivent quand même à briller dans ce sport. C'est spectaculaire, c'est magnifique. Oui, alhamdoulilah, mais c'est pas facile aussi. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. Ça vient pas facilement, c'est avec le travail dur, avec beaucoup de sacrifices aussi. Oui, surtout. Et... Voilà, là nous sommes en train de voir des photos. Oui. لكن محمد لكن تقدر تحكي لنا على الفوتو هذه بس كنت اللي راك فيها. هنا كي طلعنا فوق البوديوم انا والشيخ وهاب حمزه والديريكتور تاعنا اللي سما اللي طحت معاهم في الفينال. اذا كان واحد من اوزباكستان وواحد من روسيا هذاك اللي كلاسات 3. والحمد لله كما يقولوا تعبنا وكما يقولوا ونلنا كما يقولوا تعبنا ونلنا. Effectivement, c'est Ahmed, justement, pour revenir un petit peu à cette discipline, c'est une discipline quand même qui est très pratiquée en Algérie. Oui. Bon, on sait que le karaté, par exemple, le judo, c'est très populaire, hein, c'est très connu en Algérie. Qu'en est-il de cette discipline? En fait, il était populaire. Après, surtout maintenant, on commence à revenir en force même. Parce que maintenant, qu'aujourd'hui, on a des champions du monde. Hein, oui, donc, parce que maintenant, on a une fédération maintenant. Voilà. On est bien encadré, quoi. On est bien encadré. On a des objectifs, pas comme avant. Maintenant, on a des objectifs, des championnats nationaux, des tournois internationaux, des championnats du monde, Coupe du monde.
Bientôt, au mois de novembre, normalement, il y aura le championnat arabe aussi. Un tournoi international aussi en Algérie, qui va s'organiser en Algérie. Il y aura beaucoup, Inch'Allah, voilà, maintenant que la fédération existe et qu'il y a un bon encadrement, automatiquement, effectivement. Toutes les manifestations, elles vont oui, suivre. D'ailleurs, je prends l'occasion, je remercie les responsables de la fédération, le DTN, Ayad Dekar, l'entraîneur national Wahab Hamza aussi, qui font un grand travail, un énorme travail. Il est là le résultat, avec vos médailles, n'est-ce pas? Alors, une autre belle photo, Mohamed. أنا مع الشيخ عياد يعطيه الصحة بزاف وقف معايا بزاف في البطولة العالمية هذه وحضرنا أحسن تحضير في لابولون ودرنا 3 تربصات في تيكجدا وكان معنا المدرب الوطني وهاب حمزة يعطيه الصحة بزاف كان كما يقولوا قاسي علينا في لي زونطريمون بصح ريزولتا الحمد لله يعطيه الصحة بزاف يسمع فيا. مادامكم درتوا بليزيور ستاج باش باسكو لازم نديروا لي ستاج باش توجدوا تربصات عدة تربصات. دونك هاد التربصات اللي درتوهم سا كونسيستون كوا واش درتوا في هاد التربصات؟ التربصات هذه كان فيها كلش تربص بريبارينا الفيزيك تكنيك تاكتيك فيها كلش وكما نقولوا احنا على بسيشيك سورتو لي بسيشيك كان لونترينور وهاب حمزه بزاف الحمد لله كما نقولوا حضرنا احسن تحضير وكنا دائما نتبعوا لي زيكيب اللي راح نطيحوا معاهم هكذا سما دينا عليهم دينا شويه نظره كيفاش سما لي زيكيب اللي راح نطيحوا معاهم والحمد لله كنا كما نقولوا في المستوى الحمد لله. الحمد لله كانت صعيبه كان مستوى كبير في البطوله العالميه هذه مام في التحكيم كان بدلوا شويه في القوانين هكذايا في التحكيم بصح كما نقولوا حنايا الحمد لله كما نقولوا حنا ليكسبيريونس اللي عندنا واللي كانوا معنا لي زونطرينور اللي عاونونا ثم قدرنا نجيريو الكومبات تاعنا في احسن. Alors, on va voir une vidéo que vous nous avez envoyée d'ailleurs sur le déroulement de cette compétition. On vous laisse voir ce petit extrait, on se retrouve juste après. Alors, on va le voir dans un petit moment. Voilà, nous sommes en train de le voir. Alors, Sidi Ahmed, justement, par rapport à la préparation, donc c'est vrai que lorsqu'on va à l'échelle internationale, ça devient un peu plus difficile parce que là, c'est notre niveau au niveau international. Donc, c'est un peu, on ne connaît pas forcément, on va tester, et donc le challenge est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que vous disiez, pendant que Mohamed parlait, vous avez insisté sur la préparation psychique, n'est-ce pas? C'est un peu la plus difficile, la plus importante à votre avis? Oui, parce que la majorité de l'équipe, c'était notre première participation, de la majorité. Il y avait des anciens, mais la majorité, c'était la première fois. Alors, il fallait faire un grand travail psychique. Et on remercie beaucoup Wahab Hamza parce qu'il a fait un très grand travail du côté psychique. Voilà, Ziyar comme côté physique ou psychique, voilà. Voilà, alors on voit un peu les images, donc on voit que c'est costaud quand même comme sport. Hein. Alors, si vous pouvez nous commenter un petit peu ce qui se passe. Ben là, l'équipe d'Algérie, toujours à la Russie, c'était Darboal à la première place. D'accord. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas participé au championnat du monde. Qui se met d'ailleurs, farhou. Et ensuite, khafou en même temps. Voilà, alors, pour faire la pression, alors c'est normalement, ah oui. Pour faire un peu de pression sur le. On voit, c'est Mohamed. Mohamed, il est en finale. Le blanc ou le rouge? بالبلون. بالبلون. Voilà, بالبلون. Voilà. هاك ما سكرته محمد. هنا هذا هذه في الكومبا تاعي فينال خسرت معه بنقطة هي عندنا في القوانين تاع الكوشيكي
كي تخرجي من الطابي على بساط على الخط الاخر ثم يعطيو النقطه للخصم تاعك. وعلى كل حال القوانين تاعهم كيبدلوا شويه في القوانين، ثم كاينين على المستوى العالمي كاينين ضربات ممنوعين. وشنو في البطوله العالميه هذه كاينين لي ستيل واحد اخرين دخلوا في البطوله العالميه هذه ويخدموا الدور بزاف ويخدموا مام لهنا ما كاش ممنوع. نحاول كاين شي امور ايضا الضربات ممنوعه كي نحاول شغل كما نقولوا حنا في الكومبا شغل لازم تجيري كومبا تاعك بلا ما تبليساي. وهنا كنت نجيري في الكومبا تاعي ما واش على حسب l'expérience تاعنا اللي نعرفها. Voilà. Mais Hada, c'était le combat pour vous. Mais sinon, votre combat s'est passé comment? J'avais quelques blessures. J'ai géré, mais j'ai géré. Alhamdoulilah, حتى لحقت la finale. Après la finale, je pouvais pas continuer. Même quand égalité مع l'adversaire تاعي, je pouvais pas continuer. J'avais un problème de dos. مكتوب الله. Ce n'est que partie remise. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc là, il faut une bonne remise en forme. Inch'Allah. Inch'Allah. Vos objectifs? Les objectifs, toujours نحوسوا على la médaille d'or, toujours le podium au niveau national et international. On est en train de faire des études pour donner le savoir à les futures générations. À la transmission. Oui, d'ailleurs, moi j'ai une école j'enseigne des élèves depuis qu'ils avaient de même 4 ans. Hidra, d'accord. Ça fait maintenant 6 ans. Mohamed ان شاء الله كيف ان شاء الله توجور شامبيون دي موند المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه شامبيون ان شاء الله. وكان ثاني شامبيون العرب ان شاء الله ثاني رانا نحضروا لها ان شاء الله اذا كتب ربي ان شاء الله. واللي فيها الخير بيديروا. نشكروا بزاف اللي وقفوا معنا في التربصات تاعنا تكنيك الشيخ عياد وهاب حمزه دريسي فاتن. ونشكر تانيك اللي وقفوا معايا تانيك بسيشيك الوالدين الام تاعي والاب تاعي ربي يحفظهم ان شاء الله. والاخ تاعي الكبير دائما معنويا دائما واقف معايا ربي يحفظهم لك. وان شاء الله بربي المستقبل ان شاء الله كما يقولوا تانيك ماذا بينا احنا تانيك نحضروا تانيك اللجان هذوما اللي راهم طالعين ان شاء الله هما اللي يخلفونا ان شاء الله. سيرتو ان شاء الله. يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو سيدي احمد بوعبيد. ميرسي يعطيك الصحه. Je vous en prie, merci pour l'invitation. مرحبا بك. الله يسلمك. محمد البداوي ميرسي encore une fois. يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه. ان شاء الله à d'autres titres ان شاء الله. Voilà, alors on continue cette fois-ci. Nous allons aller à la découverte d'un marionnettiste aussi. Par la même occasion, il est animateur. Il s'agit de Wahed Esseriles Oulhamouda qui l'a rencontré. Nous avons rencontré un passionné de la TV Puppets et spectacles de marionnettes, notamment dans les théâtres. Originaire de Blida, Wahed Nahab a baigné dans l'art et la culture locale de la ville des Roses. J'ai fait des études sur la littérature anglaise et Melbekri Maouloua Belfen, artiste. J'aime le théâtre, le cinéma, l'animation. Et du moment qu'on est en plein saison estivale, je suis en plein travail d'animation pour les familles. J'ai commencé ma carrière amateur à l'association Le Manara Blida dans les années fin des années 90. Et c'est là où j'ai rencontré pas mal d'artistes que je remercie, qui m'ont éduqué, disons, culturellement et artistiquement. Prenons l'exemple de le doyen du théâtre blidéen qui est Abdelrahman Stot, Allah yarhamou, et Mahfouz Ben Ayash aussi, Allah yarhamou. C'est Chioukha Tal Masraha Blida. C'est là où j'ai shrabt man andom, comme on dit. Je fais aussi de la marionnette. La marionnette, une spécialité que je fais qui est la marionnette filmée, qui nous rappelle un peu les Sesame Street, Iftah Yassim Sim, le programme
اللي كنا صغار تشبعنا منه وقرينا كنا نتفرجوا يعني في لا تيليفزيون. Pour Wahid, le théâtre de marionnettes, le spectacle et le show en général est un moyen de renforcer les aptitudes cognitives du jeune public. Surtout durant la saison estivale, cela permet d'exploiter leur enthousiasme, notamment pour consolider d'autres domaines d'apprentissage. Bonsoir. Le chapitre de l'animation estivale est très 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 important. Vous savez, dans des pays où le tourisme, on donne importance au tourisme, un bon animateur, il peut aller jusqu'à devenir le deuxième directeur de l'établissement. Parce que l'animateur, il est tout le temps avec les estivants, il nage avec eux, il mange avec eux, les soirées c'est avec eux. وين تسكني يا ليلي؟ تسكني يا ليلي. تسكن فين يا ليلي؟ وراح تغني واش تغني؟ يا ليلي. يا حنا ندير كل شيء. Mon programme il est interactif. Je fais beaucoup de spectacles d'animation nostalgiques. Comme par exemple, il y a des soirées qui sont magnifiques avec les parents surtout. C'est des quiz. Je fais des quiz de la chanson algérienne. Je travaille beaucoup dans la mémoire collective. Donc c'est à partir de là qu'on fait notre voyage dans le temps, dans cette 1h30 d'animation chaque soirée. Au-delà du show et des spectacles d'animation avec des marionnettes à gueule, Wahid voit un avenir prometteur pour la production télévisuelle du hand puppet. Et c'était Wahid Rila Soud Hamouda l'a rencontré, un marionnettiste et aussi animateur pour les enfants. Et restant dans le monde des enfants, aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette catégorie d'enfants IMC. Nous en parlons ce matin en compagnie d'une kinésithérapeute. Il s'agit de Madame Hanan Lakhtar Hamina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Très contente de vous recevoir. En tout cas. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous faites partie d'une association nationale des enfants IMC. Oui, à la base, je suis kinésithérapeute et je suis une maman d'une enfant qui a une maladie rare, qui est la cornélia de Lange, qui a un retard psychomoteur et qui présente une maladie IMC. Bon, l'IMC, c'est un ensemble de troubles. Les troubles, c'est des troubles qui visent les mouvements et la posture. Et à la base, c'est des troubles qui visent les enfants à bas âge de 0 à 2 ans. Voilà. De 0, donc à la naissance, ou ça peut aussi... Ça peut intervenir en intra-utérin. Voilà. Et c'est une maladie qui a plusieurs causes, comme l'asphyxie néonatale ou des paralysés, des accidents cérébraux ou aussi des accidents de la circulation, par exemple, ou un traumatisme crânien. Et les EMC en Algérie dépassent les 15 000 enfants. Quand même. Oui, c'est un nombre très important. Oui, très important. Mais sinon, Madame Hanan, dites-nous, comment on reconnaît un enfant IMC? Bon, c'est à la base, les parents peuvent voir que l'enfant a des troubles de mouvement, il ne tient pas sa tête, ou il a des crises d'épilepsie, ou il ne peut pas agir comme un enfant normal, il ne peut pas bouger, il ne peut pas ramper, il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas marcher, il a même des troubles de déglutition, il ne peut pas avaler aussi. Donc, c'est des troubles qu'on peut voir à l'âge, selon l'âge. Les premiers mois, on voit qu'il ne peut pas tenir sa tête, il ne peut pas suivre du regard. On trouve même des akinésies, des mouvements très rigides, des muscles rigides, des articulations aussi très fragiles.
Donc ça, c'est vraiment une observation qu'on peut faire, qu'une maman peut faire et donc s'inquiéter par rapport à tous ces symptômes. Mais sinon, est-ce qu'il y a un diagnostic particulier qui doit se faire? Oui, bien sûr. Des analyses particulières? Quand la maman ou les parents trouvent que l'enfant ne se développe pas assez normalement, bien sûr, ils interviennent chez le pédiatre. Le pédiatre peut orienter les parents à d'autres explorations comme l'IRM cérébral, comme l'EEG. Et voilà, l'équipe pluridisciplinaire doit intervenir. Le pédiatre, le neurologue, l'orthopédiste, parce que c'est un tableau clinique un peu compliqué. Oui. Voilà. Voilà, donc là, après, ça devient un petit peu l'affaire de pluridisciplinaire. Oui, c'est une équipe pluridisciplinaire. Voilà, équipe médicale pluridisciplinaire. Oui, à la base, on commence par le pédiatre. Le pédiatre oriente l'enfant vers un orthopédiste pour voir s'il y a des déformations orthopédiques ou s'il y a des complications. Après, on voit le neurologue pour voir s'il y a des crises d'épilepsie ou il y a des troubles neurologiques. Et l'orthopédiste et le neurologue orientent l'enfant vers le rééducateur. Le rééducateur fait un bilan morphostatique, un bilan orthopédique, cutanéotrophique, un bilan musculaire, en plus un bilan fonctionnel pour voir si l'enfant va acquérir les mouvements quotidiens ou non. Après, on l'oriente vers le kinésithérapeute et le kinésithérapeute travaille en parallèle avec le psychologue et l'orthophoniste. Parce qu'il vient chez vous autant que kinésithérapeute. Voilà. Et donc, il y a toute une prise en charge à votre niveau. Toute une prise en charge. Comment se passe cette prise en charge? Bon, la prise en charge d'un enfant IMC doit être une prise en charge très intensive, comment dirais-je. La durée peut varier entre 2 vers 4 heures de rééducation par jour. C'est énorme. Hein? C'est énorme. C'est un petit peu épuisant pour l'enfant, non? Bon, c'est épuisant, mais l'enfant... Vous essayez de rendre les choses on essaye de trouver le programme selon ses capacités et selon le cas, ce qui nécessite. Voilà. Et puis vous allez essayer de rendre un petit peu les choses ludiques, amusantes. Voilà. Bon, les dernières méthodes sont des méthodes très ludiques et très joyeuses. Même à mon niveau, au centre de rééducation, je fais même le clown. Je fais... J'essaye de casser la routine avec des fêtes, des encouragements. On fait même des participations des enfants normaux pour les intégrer. Voilà. C'est très important. Voilà. Ça, effectivement. Voilà. Et avec l'équipe, parce qu'on a toute une équipe pluridisciplinaire, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, la psychologue, on fait des séances de 1 heure à 45 minutes et l'enfant fait la navette entre les services, donc il va pas sentir la routine, il va pas se fatiguer. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu pour la prise en charge de l'enfant. Qu'en est-il maintenant de l'insertion de l'enfant? C'est très important que l'enfant ait sa place dans la société. D'autant plus, on le dit à chaque fois, cette catégorie d'enfants ne cesse de nous impressionner. Exactement. Et c'est ça le rôle de l'association de la protection des enfants IMC. Bon, à la base, on commence par rééduquer l'enfant pour lui donner une autonomie, pour améliorer sa vie. Après, on doit l'insérer. Alors, juste, excusez-moi, par rapport donc à la prise en charge de l'enfant, encore une fois. Donc, l'enfant IMC, donc on peut le reconnaître très jeune. À un âge très jeune. Si, par exemple, par ignorance ou par négligence, ou les parents probablement ne reconnaissent pas les symptômes de façon, on va dire, de façon facile, mais surtout au bon moment. Et donc, l'enfant, finalement, il va grandir avec tous ces symptômes. Oui, il va grandir avec des troubles. Voilà, s'il dépasse un certain âge, est-ce qu'il y a quand même facilité de le prendre en charge? Bon, heureusement que la science évolue heureusement que maintenant
on agit même en retard, mais en équipe pluridisciplinaire, on peut corriger. S'il y a des déformations, on l'oriente vers l'orthopédiste. Il agit avec des injections de botox ou des chirurgies. Oui, à tout moment. À tout moment, à tout âge, on peut le prendre en avant, charge. On disait qu'après 8 ans, on ne récupérera jamais la marche. Mais à mon niveau, d'après mon expérience toute simple, j'ai eu des cas à 16 ans, à 17 ans, et on a récupéré la marche et on a pu les insérer dans la société. Ça, finalement. Oui. C'est magnifique, ça donne beaucoup d'espoir. Oui, ça donne beaucoup d'espoir et surtout au niveau des enfants, on trouve que c'est des enfants qui ne jouent pas ailleurs, qui ont un programme très chargé, 4 heures de rééducation, qui n'aillent pas à l'école. Donc, dès que la prise en charge est précoce, les résultats seront meilleurs. Seront meilleurs et effectivement seront meilleurs et plus rapides aussi. Alors on revient un peu à la question de l'insertion de ces enfants donc, dans la société. Plutôt, comment ça se passe? Alors est-ce qu'ils ont une scolarité comme tout autre enfant ou ils ont un programme propre à eux, vu qu'ils passent beaucoup de temps aussi par rapport à leur prise en charge, dernièrement, les écoles ont préparé des classes spéciales pour enfants IMC et aussi ont exigé la présence d'un auxiliaire enfant IMC. L'auxiliaire, en général, est préparé par la famille. Donc, la famille choisit un psychologue ou un pédagogue selon les capacités de l'enfant et qu'est-ce qu'il nécessite comme aide. Et l'auxiliaire va servir à faciliter la relation entre l'enseignant et l'enfant. Et par rapport à notre prise en charge, on a pu faire des classes à notre niveau pour préparer l'enfant, comment il s'assoit, comment il écrit, comment il utilise ses mains, ses pieds, parce qu'il y a des enfants qui ont des hémiplégies ou des paraplégies. Donc, on prépare ça à notre niveau et on fait une réinsertion de l'enfant à l'école. Très bien. Alors ça, c'est pour l'école, mais après l'école, finalement. Donc l'école est là, les enseignants sont là, les établissements sont là. Mais la question qui se pose, c'est qu'en est-il après l'école? C'est l'enfant peut être scolarisé à un âge précoce. Donc, il a les capacités intellectuelles intactes. Donc, il peut avoir son brevet, il peut avoir son bac, il peut être avocat. Avez eu plusieurs cas. On a eu plusieurs cas. D'ailleurs, je les salue. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a même des kinésithérapeutes. Parce qu'à un jeune âge, il voit le kinésithérapeute comme idole parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Et puis, probablement, il y a aussi cet instinct en m'a aidé, je vais aider les autres. Et justement, quand tu poses la question à un enfant, tu lui dis qu'est-ce que tu veux devenir? Et il dit un médecin, un enseignant, un kinésithérapeute, parce que... Donc finalement, cette équipe avec laquelle il a grandi, avec toute cette gratitude. Exactement. Donc, le rôle de l'association est là. L'association Amel Hayat doit intégrer l'enfant à la société. Premièrement, on doit convaincre la prise en charge précoce. On doit les convaincre aussi que l'enfant IMC, quand tu lui donnes la main, il va donner beaucoup de choses. Et c'est ça notre rôle, voilà. Mais sinon, Madame Hanan, il faut dire aussi que vous faites tout votre travail. Donc, une fois que vous êtes en contact direct avec l'enfant, donc je parle de toute cette équipe médicale, de toute cette équipe pluridisciplinaire. Donc, vous êtes là à faire de votre mieux donc pour encadrer les enfants. Justement. Et les enfants, à un moment donné, ils rentrent chez eux. Alors, quelle est la responsabilité des parents dans la continuité de cette prise en charge? Bon, la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité des parents. Donc, à mon niveau, je fais quotidiennement des ateliers pour les mamans.
parce que les mamans ont une tâche très importante de leur mettre les attelles la nuit, parce que les enfants IMC ne peuvent pas dormir sans attelles. Ils doivent mettre les attelles la nuit, ils doivent leur faire les exercices à domicile, parce qu'ils restent à mon niveau 4 heures le maximum. Mais les 20 heures, c'est la tâche de la maman, du papa. Et le conseil que je dois donner, c'est que ne baissez pas les bras. Je sais que les moyens TACOM sont un peu, comment dirais-je, ils ne sont pas toujours là. Ils ne sont pas toujours là, que c'est difficile, mais ne baissez pas les bras. Il faut se donner au maximum, surtout à domicile. Il faut se comporter avec l'enfant comme s'il est normal. Il faut lui donner du courage et il faut faire confiance à l'enfant. Et surtout, déjà, vous êtes une maman très on doit courageuse. être patient. Voilà. On doit être patient. Vous-même, déjà, vous êtes une maman très, très courageuse. N'est-ce pas? Déjà, un exemple de maman courageuse, il faut dire qu'il y a l'instinct maternel aussi. Oui, l'instinct maternel et surtout, quand je vois ma fille, elle me donne l'envie de me battre. Je me dis souvent, elle est là elle est là pour moi, pour me donner cet espoir. Donc, c'est magnifique, vraiment, ça c'est magnifique. Alors Hanan, ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachou, on a parlé de la prévention, nous avons parlé de cette belle initiative de la semaine de la prévention, finalement à laquelle vous allez prendre part. Oui, on va prendre part à Borj Bouariri et aussi ici à Alger. On va avoir un petit stand pour sensibiliser les parents que la prévention, c'est un truc qui va faciliter la prise en charge après. Donc, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci Vraiment, beaucoup. ça a été un plaisir de passer ce moment partagé. avec vous. Vous m'avez même à moi donné du courage. Même moi, vous m'avez donné plein d'ondes positives ce matin. D'ailleurs, je vous invite à venir passer quelques moments avec nous. Vous allez sentir, malgré que c'est une maladie très lourde, un tableau compliqué, mais vous allez sentir une joie de vivre. Voilà. Certainement. En tout cas, bravo pour tout ce que vous Merci faites. Bravo beaucoup. pour l'association. Merci beaucoup. Et aussi très, très belle continuation à vous. Voilà. Je dois saluer le parrain des enfants IMC, c'est Dr Mougar. C'est lui qui m'a donné l'envie de continuer. Voilà. Allah Ibarak. En tout cas, merci beaucoup. Belle continuation à vous. Merci à vous. Et à l'association, je rappelle, Hanan Nakhtar Hamina, vous êtes membre de l'Association nationale des enfants IMC et vous êtes kinésithérapeute par la même occasion. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je vous invite aussi. Hein. Certainement. Certainement, on sera de la partie, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci et on beaucoup. continue, et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du Bastion 23 pour découvrir une très très belle exposition qui raconte un petit peu l'histoire de la Kasbah et c'est Lamia Boudbouda qui nous fait un compte rendu. On se retrouve juste après. Le 23 février 1992, la Kasbah d'Alger a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis, chaque année, plusieurs événements célèbrent la journée de la Kasbah. Le Palais des Raïs Bastion 23 a ouvert son espace pour les élèves de l'Association des Beaux-Arts d'Alger qui, munis de leurs pinceaux et couleurs, ont immortalisé ce lieu. Malgré que la Kasbah, on la voit dans tous les tableaux, mais chaque artiste, il la dessine à sa façon et avec ses propres couleurs. L'élève, quand il vient à l'association, il vient déjà pour apprendre. Et quand il commence à travailler, ça devient une passion, déjà avant tout. Et quand il est passionné, la chose la plus importante, c'est d'y arriver et que son tableau va donner un bon résultat. Une quarantaine de toiles où chaque artiste s'est exprimé sur la Médina d'Alger. Ses ruelles étroites, ses portes magiques, ses palais, mosquées et ses traditions. En somme, un lieu d'inspiration artistique. Bon, c'est une des ruelles de la Kasbah que j'ai prise en photo. Et les couleurs, c'est l'ocre, où on voit beaucoup d'ocre. Et il y a un peu de le bleu, le rouge bien sûr, et beaucoup plus le mauve
pour représenter les ombres. Et il y a beaucoup plus d'ocre. La Casbah, c'est la terre réelle de la Casbah. Je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux et c'est grâce à eux que je suis arrivée à ce stade, mais il me reste encore à apprendre. Et puis je remercie M. Ben Kahla, Mustafa Ben Kahla, M. Ahmed Boukra et Allah yarhamou, M. Mshtali, où j'ai appris la calligraphie. Miniaturiste et formatrice au sein de l'association Ferida Bechsayes évoque les traditions de la Casbah avec sa miniature. Moi, j'ai participé à une miniature. Une miniature qui représente une femme avec le haïk et la Casbah. Moi, j'aime déjà la Casbah, je l'adore. Alors déjà, c'est pas mon dernier tableau de Casbah, je vais essayer de dessiner un autre. J'aime beaucoup l'architecture. Je m'inspire beaucoup déjà de l'architecture algéroise surtout. Je m'inspire beaucoup. Temmam, Rassam. Je me suis inspirée au début, je connaissais rien. Je me suis inspirée de Rassam, Temmam, Ben Deber. J'avais 3 livres. Et c'est comme ça que j'ai commencé. La Casbah est un patrimoine d'exception, une médina millénaire qui a inspiré de grands noms de la peinture algérienne et étrangère, et elle continue de séduire encore des artistes. L'exposition est accrochée jusqu'au 4 mars. Venez découvrir les talents des élèves de l'Association des Beaux-Arts d'Alger. Cela vous donnera peut-être l'envie d'y suivre les cours de dessin et de peinture. Et c'était donc une balade au niveau de la Casbah à travers ces magnifiques peintures, cette magnifique exposition qui s'est tenue au niveau du Bastion 23. Et c'est Lamia Boudbouda qui nous a fait ce compte rendu restant dans le monde de l'art, de la peinture, du théâtre. Et cette fois-ci, nous en parlons puisque une très très belle exposition qui a réuni plusieurs artistes venus des 4 coins du pays. L'exposition s'est déroulée hier. Nous en parlons en compagnie de l'organisatrice Nalima Sherfawi. Bonjour. Bonjour Nour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Toujours plaisir partagé. Ça va? Toute contente, hein, toute contente de l'expérience d'hier. Oui, c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble, entre amis, entre artistes, entre artisans. C'était un moment convivial et surtout j'ai eu peur pour le temps et tout a été comme je voulais. Même s'il y avait un BMS hier. Hein? Oui, tout à fait. Quand le même, moment de l'événement. Exactement. Et ben c'est ça ma satisfaction, je dirais. Fort et bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et toujours donc dans la quête d'essence, toujours dans ce domaine d'expression, une très très belle pièce théâtrale, donc intitulée Nostalgia. Nous en parlons en compagnie du metteur en scène, Monsieur Lakhtar Mansouri. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir toujours de venir à Canal Algérie. Le plaisir est partagé, Monsieur Mansouri. Alors on va revenir un petit peu à cette pièce théâtrale. Nostalgia. Alors, nostalgia, c'est un petit peu la recherche de soi, la recherche du sens. C'est quoi, finalement? Tout d'abord, Nostalgia est un texte théâtral écrit par Matini Vizniak, traduit par Abdelmajid El Hawass. C'est un texte qui essaye de parler sur le thème de l'amour et de la mort. Alors, en quelque sorte... Alors, l'amour et la mort, ce sont vraiment les deux thématiques philosophiques qui n'ont pas livré tous leurs secrets, finalement. Non, en quelque sorte, c'est une méditation. C'est une méditation de l'homme, avec un grand H, par rapport à sa raison d'être. Et c'est particulièrement... un travail sur l'être et ce qui l'entoure, parce que la mort, elle est omniprésente avec nous, et c'est un texte, c'est la première fois qu'il se joue en Algérie,
et il est traduit par Abdelmajid El-Hawas, comme je vous l'ai dit. Et on a essayé de travailler sur l'actorat, sur des trucs très sensibles, le psychodrame, l'absurde, tout ça. Voilà. Alors, finalement, l'histoire tourne autour de quoi? Il y a combien de personnages finalement? Il y a deux personnages, une femme et un homme. La femme, c'est la mort, et l'homme, c'est l'artiste. Et on travaille sur les 7 dernières secondes. Nous sommes en train de voir d'ailleurs quelques images. Les 7 dernières secondes de l'artiste avant sa mort. Avant sa mort. Alors, les 7 secondes, c'est 7 nuits. Elle reste avec lui 7 nuits. Et dans les 7 nuits, on essaie de voir une rétrospective de sa vie. Tout ça dans un espace clos, dans un cercle, le cercle de la vie. Et il y a beaucoup de trucs. L'interprétation c'est Asma Sheikh, une comédienne professionnelle, et Fethi Mebarki, assisté aussi par Abdallah Bahloul, et la musique est signée par le maestro Amin Dahan. Alors, pour l'artiste qui est en train de vivre ces 7 dernières secondes, il est saxophoniste à la base, c'est ça? Non, il est guitariste en Algérie. En Algérie, voilà. L'histoire de base, il est saxophoniste. Il est saxophoniste. Mais dans l'adaptation, on a fait une adaptation parce que il y a 9 nuits. Et dans notre spectacle, on a éliminé 2 nuits et on a travaillé sur le 7, le chiffre 7, parce qu'il est mythique, il est... Oui, voilà, c'est vrai que le chiffre 7, voilà. Il fait partie aussi intégrante de notre culture, le chiffre 7, effectivement. Oui, mais on a essayé aussi de travailler sur la beauté du jeu, la beauté de l'expression, la beauté du verbe. Oui. Et en même temps, ce chiffre 7, c'est un rappel métaphysique et philosophique. Et on a essayé aussi de montrer que l'être humain, il oublie vite. Oui. On oublie. La mémoire courte, effectivement. On a une mémoire courte, on oublie. On a une mémoire oublieuse. Et cette thématique principale essaie d'aborder la mort d'un autre angle et de faire de ce sujet un sujet de débat, parce que, à mon avis, la mort, comme j'ai dit, elle est omniprésente, mais on oublie nos morts, on a passé par des moments très difficiles, la décennie noire, le Covid, tout ça, et on a perdu beaucoup de gens. Et en même temps, ce spectacle est un hommage à un grand monsieur du théâtre de Saïda, Mohamed Mustfaï, Rabbi Yarhamou. Et dans cette thématique, on a essayé d'approcher, de tourner autour de nos souvenirs et de faire dépasser, de passer un message d'amour, de beauté, malgré que c'est un sujet tragique et qui touche la plupart des êtres humains. Alors, la pièce théâtrale a été produite donc, par le Théâtre du Point, c'est ça? Alors, oui, parlez-nous un petit peu le Théâtre du Point est une compagnie qui a été créée un 28 août 1995. C'est parmi les plus anciennes compagnies dans l'Ouest algérien et parmi les premières telles que le 1er mai, le Clin d'œil, tout ça. Mais c'est une compagnie qui a traversé beaucoup de péripéties. Oui. C'est une compagnie qui a créé beaucoup de spectacles. Le dernier en date, c'était en 2013. Et depuis 2013, on n'a pas produit parce que vous savez que être indépendant en Algérie, c'est pas facile. C'est pas facile. Et après 10 ans d'arrêt, on a pris notre courage entre les deux mains et on a essayé de produire ce spectacle malgré les difficultés. Mais comme ligne artistique, on travaille sur l'être humain, on travaille sur l'universalisme, sur tout ce qui nous
que nous partageons avec d'autres êtres humains. Effectivement, la pièce théâtrale a eu lieu hier. Il y aura un autre spectacle? Oui, c'est sûr, il y aura beaucoup de spectacles, Inch'Allah. On a une tournée à l'ouest algérien, et puis on revient sur Alger le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et puis on va repartir sur l'est algérien, et on a quelques dates à l'étranger, au Moyen-Orient et en France. Voilà, effectivement. Alors le théâtre va de soi avec l'art et la peinture, n'est-ce pas, Nariman? Oui. C'est une autre forme d'expression? Oui, exactement. L'art, c'est quelque chose de très, très, très beau et c'est une manière de s'exprimer aussi. Surtout. Et de partage, surtout aussi. Et justement, parlons de partage, Nariman, c'était un petit peu ton objectif par rapport à l'événement qui s'est tenu hier. Donc vraiment, ton objectif, c'était de rassembler plusieurs de se retrouver. Artistes. Exactement. Alors, donc, un petit peu de je vais essayer de résumer un petit peu l'événement d'hier. Bon, j'ai intitulé cet événement, cette exposition d'une journée bouton d'or. Et par rapport à l'arrivée du printemps, j'espère que ça va se faire bientôt. Donc, allez, encore un peu de pluie encore. Hein. On en a besoin. Oui, on en a besoin, mais le printemps aussi, c'est une saison agréable. Bouton d'or, on appelle ça en langage courant, Bderja Qribsa. Quand on voit cette fleur, dans mon enfance, quand je vois cette fleur, ça annonce d'abord le printemps et une sensation un peu spéciale. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai intitulé cette exposition Bouton d'or. Aussi, c'est une métaphore, c'est comme si je voyais à travers cette métaphore l'ensemble ou bien c'est-à-dire le fait de se réunir entre amis, entre artistes et artisans, c'est comme les boutons d'or éparpillés dans un jardin ou bien dans un lieu toujours agréable en plein printemps. Voilà, donc j'ai essayé de réunir mes amis et les artistes, les artisans qui sont venus d'un peu partout. D'ailleurs, que je remercie beaucoup. Ils ont tous répondu présent à mon invitation. Dans cette école, je les ai réunis dans une école d'art-thérapie qui vient d'être créée. Donc, il y a eu un programme assez riche. Il y a eu des intervenants qui ont parlé de l'art-thérapie essentiellement. Et voilà, donc c'était un moment très agréable de convivialité et mon objectif, encore une fois, c'est de se retrouver entre artistes et artisans. Surtout. Voilà, surtout, voilà. Voilà, alors l'organisation donc, de cette journée s'est faite en un temps record et pourtant les artistes, les artisans ont répondu présent. Présent, c'est ça. À l'événement. Oui, c'est une satisfaction encore, je dirais, c'est une grande satisfaction personnelle. Et voilà, donc j'ai réussi. C'était pas facile, mais le résultat est là. Donc c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et alhamdoulilah encore une fois. Et aussi malgré le BMS qui a été annoncé. Bon, je voulais pas reporter l'événement. Je me suis dit, je vais me lancer à l'aventure. J'espère que ça va bien se passer. Comme d'habitude, alhamdoulilah, encore une fois. Alors, surtout, Nariman, il faut dire que ce sont des artistes qui sont réunis. Donc, c'est un moment de partage, mais aussi c'est un moment d'échange. Parce que finalement, chacun, il vient avec une identité artistique particulière qui est complètement différente de l'autre. Exactement. C'est un échange. Je voulais réunir les artistes et les artisans, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours un échange. Positif toujours, et c'était très agréable de voir des gens se connaître déjà, de se retrouver d'abord pour les gens qui se connaissaient auparavant et de se connaître aussi en même temps parce qu'il y a des gens qui se connaissent, des artistes qui ne se connaissent pas auparavant. Et j'ai senti ça, être auteur de ça, être responsable, c'est une fierté, alhamdoulilah. J'ai pu réunir des gens et il n'y a eu aucun incident et ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques enfants qui couraient par-ci par-là, mais c'est ça, Bouton d'or. Voilà. C'est ça qui a fait en sorte que l'événement Bouton d'or et par-ci par-là, c'était un moment très très agréable encore une fois. Certainement. Alors ça, c'est une première expérience pour le Bouton d'or. Pour Bouton d'or, non, c'est l'intitulé de l'événement. L'école s'appelle École d'art-thérapie médiation artistique. Elle se trouve à Del Ibrahim. Ibrahim. Par rapport à l'événement, Nariman, donc c'est le premier événement. Est-ce que plus tard il y aura d'autres événements de ce genre dans une école? Oui, pourquoi pas. C'est déjà l'école d'art. On trouve
plusieurs c'est-à-dire domaines d'art au niveau d'une école d'art. Donc réunir plusieurs personnes qui peuvent apporter quelque chose dans chacun son domaine. Et aussi les invités n'ont pas le temps de s'enlacer parce que c'était un programme riche et c'est varié, c'est ça le but. Donc essayer de réunir le maximum de personnes et avoir un programme varié, je crois que c'est une bonne chose. Effectivement. Voilà. Et là, tu nous as ramené quelques de tes travaux. Probablement, on pourra en commenter. Exactement. C'est une œuvre que j'ai réalisée avant le Covid, en 2019. Et cette œuvre-là aussi que j'ai réalisée en 2019, et celle-là en 2022. C'est une œuvre qui me fait rappeler beaucoup de choses. Il y a une histoire dedans, une anecdote que j'ai vécue, que j'ai racontée déjà sur Canal Algérie. Donc, je l'ai ramenée pour un petit peu montrer mon travail d'abord. Je l'ai intitulé Serpent, carrément. D'accord. Qui n'a rien à voir avec les couleurs du serpent, mais c'est une très belle histoire que je démontre. On connaît quand même quelques-unes des couleurs du serpent. Voilà, quelques-unes comme ça, mais c'est une histoire que j'ai vécue dans le désert, au niveau de Janet. Je voulais en faire un travail thérapeutique justement pour une des visiteurs, des touristes qui étaient avec nous au désert, au niveau de Janet. Et je lui ai offert ça parce qu'elle avait une peur énorme de serpents. Et je lui ai fait faire un travail psychologique en ramassant des tiges comme ça, comme on appelle ça, qui ressemblent un petit peu au serpent, et en faire une œuvre d'art qui n'a rien à voir avec le serpent. Et cela lui a fait un travail psychologique énorme parce qu'elle avait... Il y avait son père qui lui faisait peur avec c'est-à-dire dans son enfance. Et je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais essayer de te faire quelque chose qui peut peut-être t'aider à oublier ça. Encore une fois, l'impact de l'art sur la thérapie. Et les couleurs aussi. Et ces objets décoratifs, j'ai commencé à travailler aussi, faire des petits formats, pourquoi pas. Et ces babouches-là que j'ai réalisées, je les ai réalisées aussi spécialement pour une association que je voulais en quelque sorte aider, parce que c'est une association aussi dont je fais partie, Association nationale de malades d'Alzheimer. Donc, je les ai exposées et les revenus de ces ventes reviennent à cette association. Bravo. Donc, avec les couleurs et avec une création nouvelle aussi. Accessoirisée toujours. Voilà. Avec ma technique, il y a toujours ma touche artistique dedans. Donc, avec des accessoires en plus. Vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir sur l'idée générale de la pièce. L'idée générale, c'est quand la mort prend l'artiste, elle se dirige vers le public, on casse le quatrième mur, et l'idée générale c'était qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort. Chacun laisse une trace, l'auteur, le musicien, les peintres, c'est nos œuvres qui restent, c'est nos œuvres qui nous font survivre après. Exactement. Ce sont ces œuvres, effectivement, qui permettent une longue vie, finalement. Exactement. Une vie éternelle, plutôt, à la personne. Et ce spectacle, il a été le théâtre du Point, quand on a eu des contacts avec l'auteur qui est Matěj Wisniak, c'est un franco-romain. Il a été très heureux que son texte se joue pour la première fois en Algérie. Voilà. Alors, la prochaine fois que la pièce se jouera, ce sera ? Ça sera le jeudi prochain à Saïda. Inch'Allah. Nariman, un rendez-vous prochain ou pas encore ? Des projets éparpillés comme bouton d'or. Voilà. Donc, je préfère laisser la surprise et puis peut-être après Ramadan, parce que pendant le Ramadan, on a tendance à être en famille et se reposer un petit peu. Surtout. En tout cas, bravo pour cette initiative, pour ce bel événement qui réunit les artistes. Bon retour
À merci, vous, n'est-ce pas? Après 10 ans de coupure, bon retour à vous, belle continuation, beaucoup de succès. Inch'Allah, Nariman, on se dit à très bientôt pour d'autres projets. Inch'Allah, et à très bientôt pour d'autres pièces. Voilà, Nariman, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes artiste peintre et aussi, Nakhdar Mansouri, vous êtes metteur en scène. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai dès demain à partir de 8h.